Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Florian et Maxime ont déjà fait leur top 10 de leurs films préférés de tous les temps. Bien sûr, il fallait que je finisse la boucle. Avant de commencer, je tiens à préciser deux choses. La première chose, oui, je porte mes lunettes parce que en ce moment, si je les enlève, voilà, c'est exactement ce que je vois et c'est plus possible de tourner des vidéos comme ça. Et dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je précise encore un dernier point, le top 10 que je vais vous donner, c'est mon top perso. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais peut-être que je vais citer des films que vous détestez et vous allez vous dire « Oh mais pourquoi il l'a mis là-dedans ?» Eh bien voilà, c'est des films qui moi m'ont touché, m'ont impacté, mais on va revenir là-dessus très rapidement. Eh bien je propose de commencer tout de suite ce top 10. Avec la 10e position. Waouh, et on commence très fort avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ce film, je m'y attendais pas. Vraiment, je l'ai découvert pendant le confinement, je l'avais jamais vu avant. Et oh, bah d'ailleurs, attendez. Il est là. Apocalypse Now en Final Cut édition 4K Ultra HD. Alors c'est très triste parce que je n'ai pas de lecteur capable de lire du 4K Ultra HD, donc je l'ai vu en Blu-ray. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas spoiler, mais c'est l'histoire du coup d'un militaire qui va clairement pas bien. Et au début du film, on le voit dans sa chambre d'hôtel, limite très suicidaire, mais il ne va clairement pas bien. Et on va l'appeler pour une dernière mission. Et il va repartir dans la jungle pour aller assassiner un autre militaire, un autre sergent qui en fait est devenu fou, qui a coupé communication avec les Américains et qui en fait est allé vivre dans une tribu d'indigènes sur place au Cambodge. On a donc notre capitaine Willard qui part dans le Vietnam et être accompagné d'une petite bande de soldats où on va trouver à l'intérieur, j'étais étonné de voir le jeune Lawrence Fishburne, qu'on a l'habitude de voir dans Matrix, il a une gueule du cinéma, et là on le voit en tout jeune, c'est trop bizarre. Normalement on a plus besoin de recul pour mettre un film dans son classement, mais Apocalypse Now, ça a été une claque visuelle avant tout, surtout pour les plans où ça explose. Alors vous allez le voir, hein, le top qui arrive est très différent du top de Flo, du top de Max. C'est pas les mêmes types de films. Je tiens à le préciser, c'est pas les mêmes types de films. Là on commence avec du lourd, avec Apocalypse Now. Mais voilà, il y a vraiment des films, ça sent le blockbuster, ça sent l'explosion, parce que moi j'adore le cinéma où on en prend plein la vue. Et là, vraiment, je m'en suis pris plein la vue. Quand on a ces plans mythiques de napalm qui explosent en pleine jungle, et on le sait que c'est des plans qui ont été réellement tournés, que ce n'est pas des effets spéciaux numériques. Certes, je ne cautionne pas trop ça, parce qu'ils mettent quand même feu à de la forêt. Et puis, je pense plus que ça passerait de nos jours. Mais, je veux dire, quand tu vois ça et tu vois des trucs exploser comme ça, c'est toujours très jouissif. Gunfights, car chases, and that's what I'm talking about. Hot Fuzz. En 9e place, on a le film Hot Fuzz. Et celui-là aussi, je le kiffe, mais ça remonte à un peu plus longtemps. Mais c'était... je l'ai vu et j'ai adoré. Premier film de Edgar Wright que je regardais. Et j'ai pas compris ce que je regardais au début. Vraiment, je pensais que ce serait un nanar. Je connaissais pas du tout le style. Et arrivé à la fin, je suis tombé amoureux de ce film et je l'ai vu une dizaine de fois. Je veux dire, j'adore l'intrigue. Les personnages, les acteurs sont tous trop bons. On retrouve en plus dedans deux de mes acteurs préférés, Simon Pegg et Nick Frost. Parmi une flopée, enfin, il y a un casting monumental. Tous les acteurs britanniques sont là. Et l'histoire, donc sans spoiler, c'est l'histoire d'un flic qui est ouf, vraiment, il est beaucoup trop bon pour sa brigade, et il se fait du coup muter à la campagne, totalement, donc lui il est déprimé, il arrive à la campagne, il pense qu'il va se faire chier, et en fait il commence à capter qu'il y a il y a des trucs bizarres qui se passent là-bas, il y a des meurtres, il y a une espèce de secte bizarre, et je n'en dirai pas plus parce que vraiment, la fin, il y a ce côté jouissif que j'adore dans les films où on est en mode oui, voilà. Et bah, du coup, le personnage principal, donc le flic,
il est là, quoi. Il en envoie, et à la fin, ça pète de partout, encore une fois, et c'est tellement cool, tellement badass. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je veux parler, mais il y a de la baston qui est tellement bien faite, c'est sanglant. Le film est sanglant, il est réaliste. Ça peut un peu dégoûter, il y a certaines scènes où je sais qu'il y a des crânes qui explosent, des trucs comme ça, et c'est... Waouh, on se regarde ça en mode ok, c'est bien gore, mais c'est pas du gore qui fait peur, quoi. C'est du gore un peu marrant de temps en temps. Et puis ouais, comme dit, au niveau de la réalisation, Edgar Wright, il y a des plans emblématiques qu'il a fait dans cette trilogie Cornetto. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu 3 films. Donc on a Shaun of the Dead, on a Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est la trilogie des Cornetto. Pourquoi ce nom? Parce qu'à chaque fois il y a des Cornetto dans le film. Et il y a des plans qui reviennent, et quand on connaît le truc, c'est trop bien. Le plan que moi j'ai en tête, c'est les jardins. Dans chacun des films, il y a un saut par-dessus une palissade de jardin. Et là, dans ce film, dans Hot Fuzz, il y a sans doute mon préféré, c'est quand le flic court, s'enchaîne des saltos et tout, c'est génial. Et après il y a le deuxième qui essaye d'arriver et paf, il pète tout. Enfin bref, ça vous l'aurez compris, c'est une comédie que moi j'adore, que ça fait du bien. J'aimerais bien un nouveau film perso de Edgar Wright, toujours avec Simon Pegg, Nick Frost. Ça serait vraiment cool d'avoir, parce que la trilogie des Cornetto est trop cool. Et peut-être un nouveau, pourquoi pas. La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. Oh pardon. En 8ème place, on enchaîne toujours avec une comédie, et cette fois-ci française, Cocorico. Je ne vais pas parler de Bienvenue chez les Ch'tis, mais de La folle histoire de Max et Léon. Un film réalisé par Jonathan Barré, Grégoire Ludig et David Marseille, donc en gros le Palmacho, avec dedans vraiment... beaucoup même, je me rends compte que j'aime beaucoup les films où il y a beaucoup d'acteurs, mais on a plein de caméos d'acteurs connus, de comédiens, d'humoristes, et ils sont tous trop rigolos, ils sont tous trop bons. Et cette comédie, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est l'histoire donc de 2 amis d'enfance qui sont appelés pour faire la Deuxième Guerre mondiale, pour être soldats, et leur but c'est clairement de ne pas y aller, et ils vont tout faire pour éviter d'aller au combat, et même quand ils y sont, ils vont fuir. Et du coup, ils vont se retrouver dans des situations totalement loufoques. Ils vont prendre la place de généraux, et ils vont partir et fraterniser avec les nazis, mais sans le vouloir. Enfin, voilà. Et malgré eux, ils vont devenir certains héros, des héros qu'ils n'auraient pas pu être au début. Enfin bref. Et c'est à mourir de rire. Moi, je me suis tapé des barres au cinéma. Alors après, il y a des refs aussi parfois à avoir. Si on suit le Palmacho, si on est un fan comme moi du Palmacho, il y a certaines refs. Moi, je pense à quand Monsieur Poulpe arrive à un moment donné dans le film et nous fait une parodie de Carglass, mais en mode propagande nazie. Ça, c'est totalement ce que le Palmacho fait dans les minutes pub. Donc bref, il y a parfois des refs à avoir qui, moi, m'ont achevé. Et ce film, je l'adore parce que avant tout, même s'il est drôle, il a quand même un message fort au niveau de l'amitié et tout. Et c'est beau. Et arrivé à la fin, on peut pas s'empêcher de lâcher une petite larme et de se dire putain, j'ai vécu un beau truc avec ces personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que ben ouais, c'est un film français, un film de guerre. Et bordel, il s'en sort bien, quoi. Je veux dire. On y croit. Alors c'est pas comme Apocalypse Now où ça va exploser et tout le bordel, mais il y a des explosions. Ça c'est cool. Dans les making-of, et je le redis, hein, les making-of sont super importants pour kiffer un film. On voit vraiment comment ils ont fait, et putain, ils ont géré. Ils ont géré, il y a des belles explosions, des belles cascades. Donc on a un peu ce côté blockbuster, mais à la française, avec un budget un peu moindre. Qui passe, quoi. Et en parlant du Palmacho, leur prochain film s'intitulera Les Vedettes, et c'est actuellement en cours de production, donc j'ai hâte de voir les images. Ouh là 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 là, pour ce prochain film, je sens qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Mais moi je kiffe. J'adore ce film, bordel. Je parle bien sûr de World War Z avec Brad Pitt, réalisé par Mark Foster. Et alors je suis un grand fan de zombies, mais zombies infectés et tout. Et ce film, j'ai adoré du générique de début que je surkiffe avec la musique de Muse jusqu'à la toute fin. J'ai adoré. En gros, l'histoire, c'est plutôt simple. C'est une famille avec
comme papa Brad Pitt quand même, qui va se retrouver dans un monde d'un coup d'infectés, zombies. On arrive dans ce film en 3-4 minutes, on est dedans, quoi. Genre vraiment la scène d'intro, la scène où ils sont dans une ville sur la route, d'un coup, bam, alors que c'est le tout début. Et ça nous fout dedans, et je trouve que ce film il a une tension qui se dégage qui est géniale. On stresse pour la première fois que tu vois le film, tu stresses plein de fois, tu te dis ah, il va pas s'en sortir, il va pas s'en sortir, et c'est trop bien. On a un côté 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, mais j'ai préféré World War Z. Il y a plein de refs, bien sûr, il y a une ref, je veux dire, dans World War Z, à un moment donné, Brad Pitt boit une canette de Pepsi et hop là, laisse tomber. Et ça, c'est une ref à 28 jours plus tard, si je dis pas de bêtises. Et puis bon, ben, bien sûr, on est clairement là dans du blockbuster hollywoodien, on est dans du grand spectacle où t'en prends plein les yeux. Et je trouve que les zombies, les infectés, je les ai trouvés plutôt bien faits. Il y a des plans où on les voit, ils font des pyramides comme ça, alors même si c'est full numérique, je sais. C'est, je trouve, vraiment joli, et on a l'impression de se retrouver un peu dans un jeu vidéo. Il devait y avoir un 2, ça fait quelques années qu'il devait exister, Brad Pitt était aux commandes en plus, il devait produire le film, mais le film est maudit, quoi. À chaque fois il se fait repousser, un autre réal arrive, ça dégage, un autre projet, un autre script, et du coup, ben... Pour le moment, pas de World War Z 2, à ma grande déception, parce que bordel, j'aimerais tellement qu'il y ait une suite. Aïe 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 aïe, celui-là, mais... Ouh, c'est mon bébé, celui-là c'est mon bébé. Mission Impossible 6 Fallout. Oh là 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 là. Celui-là, je pense que si vous nous suivez depuis le tout début, vous le savez, vous alliez le savoir qui serait dans le top. Pourquoi ? Parce qu'avec Florian, à l'époque, à la jeunesse de Pictural Things, on était à Paris pendant qu'il tournait Mission Impossible 6, et on a eu la chance d'assister à une des scènes du film. C'était pas une scène oufissime non plus, voilà, c'était une petite scène de discussion, je vous mettrai un screen. Et quand on est allé voir le film, bah déjà j'ai retrouvé cette scène et j'étais comme un dingue. Et en plus, j'ai surkiffé l'histoire, je m'étais fait, parce que je les avais jamais fait, tous les Missions Impossibles. Et vraiment, de la saga, le 6 reste mon préféré. Et c'est bizarre à dire ça une suite, mais c'est mon préféré. Je trouve que l'histoire est tellement bien pensé. C'est pour moi le film le plus sombre de cette saga, et on a un côté dramatique derrière, justement sur la vie de Ethan Hunt, donc incarné par Tom Cruise, avec le retour de sa compagne de la première trilogie, techniquement, du 1, 2, 3, où là, les histoires étaient un peu décousues, mais là, on a quelque chose qui relie tout, en fait. Ouais, Mission Impossible 6, ça relie toute la saga, et c'est ça que j'ai adoré. Quand on voit les cascades qu'il nous fait, le Tom Cruise, bah déjà, on flippe, parce qu'on sait que tout ce qu'on voit dans le film est réel. Et c'est ça que j'adore. Je pense que vous l'avez compris dans Stop. Moi j'adore quand tout est réel. Et pour l'instant, tous les films qui sont là sont quasiment faits avec des effets spéciaux réels. Et il y a des cascades où tu te dis le mec va mourir, hein, le bonhomme va mourir. Hein. Là tu sautes, tu te casses le pied, tu as de la chance, mais tu aurais pu mourir. Clairement, voilà. Puis ce que j'ai adoré, bah, c'est la fin, cette tension dramatique de... Je vais pas le dire, mais moi j'ai vraiment cru que c'était fini, quoi. Voilà. Et puis ouais, putain, c'était bien. Moi je suis ressorti avec la patate, hein, le smile. Hein. Je suis allé manger un McDo avec Flo et Max et j'ai pas réussi à enlever le smile de toute la soirée. Non, par contre, il y a un petit truc, je peux quand même soulever quelque chose dans les Missions Impossibles, un truc que je n'ai jamais compris. Et en soi, voilà, ça me dérange pas. C'est le générique de début. Le générique de début dans les Missions Impossibles, il spoil tout le film. Il met des extraits de ce qui va se passer en fait. Du coup, petit tuto, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, c'est ce qu'on a fait avec Florian et Maxime quand on allait voir le 6. Au moment du générique de début, vous fermez les yeux. C'est tout. Vous fermez les yeux, vous écoutez la musique, on s'en fout, c'est le générique. Mais sinon, vous allez vous faire spoiler tout le film. Et ça, je crois que c'était à l'époque qu'ils faisaient ça. Du coup, ils ont gardé un peu cette charte éditoriale jusqu'à maintenant. Mais je dirais qu'ils pourraient l'enlever parce qu'au final, ça sert à rien. Et puis, on va le voir, tout ça. Et on n'a pas envie de se faire spoiler de ce qu'on va voir, quoi. Donc, voilà. Wake me up! Wake me up!
Arrivé en trompe du numéro 5, j'appelle le film Inception de Christopher Nolan. Sans spoil, vous le saviez aussi. Là, on rentre dans des films où vous le saviez que ça tomberait à un moment donné dans un des tops. Et oh bah, ils tombent tous dans le mien. Inception que j'ai pas adoré la première fois que j'ai vu. J'étais en mode ah c'est cool. Je l'avais vu en streaming, voilà, autant pour moi. Que j'ai revu plusieurs fois après, et là je me suis dit, ouais, d'accord, en fait c'est génial. C'est génial, Leonardo DiCaprio qui crève l'écran. Ce film, on le présente plus, c'est devenu un classique. C'est vraiment devenu, dès qu'on parle de rêve, on parle de Inception. Moi, au lycée, quand j'étais en philo et qu'on parlait des rêves lucides et tout ça, Inception était clairement le modèle d'illustration. Et bah pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je vous encourage à le voir parce que du coup le pitch c'est un mec qui son business c'est de rentrer dans les rêves des gens pour y récupérer des idées, y implanter des idées avec aux commandes bien sûr Hans Zimmer à la musique, donc c'est forcément phénoménal. Et la musique, je vous la mets comme ça. On a des frissons, on a forcément des putains de frissons. Si vous le saviez pas, notre papa Nolan, il n'aime pas les effets visuels numériques, il préfère les effets pratiques. Du coup, il y a vraiment des scènes où quand on regarde le film, on se dit « Ah putain, ça a été compliqué de le faire en fond vert. » Erreur, il n'y a pas eu de fond vert. Bon, bien sûr, je dis pas pour tout, mais on prend la scène du couloir qui tourne, c'est entièrement un couloir qui a été recréé sur des ressorts pour pouvoir tourner. On prend la scène du train qui défonce des bagnoles dans une rue. Eh bien, c'est un train qui a été fait dans une rue et qui a défoncé des bagnoles. Voilà ce genre de scène où on peut se dire, bah, c'est du cinéma, c'est de la triche. Non, non, ça a été vraiment fait en fait. Voilà. We haven't been moving in circles, the rooms have. We are the key. The cube is us. En 4e position, on a un film un peu plus old school, c'est le film Cube. Et putain, celui-là, il est en top 4 et pas pour rien. C'est, je pense, une des plus grosses claques que j'ai pu me prendre dans ce lit, juste derrière moi. Je l'ai regardé et il s'est passé quelque chose au moment où je l'ai vu. J'ai adoré Cube. Je parle bien de Cube, hein, le premier. Hein. Je parle pas des deux autres merdes qui sont sortis ensuite. Hypercube et Cube 3. L'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des gens qui se réveillent dans un cube. C'est tout. Voilà, l'histoire, voilà, le pitch est donné. Et en gros, ils vont essayer de sortir de ce cube et ils vont passer d'un cube à l'autre. Et il y a des pièges. Il y a dans certains cubes un piège qui sont mortels, bien évidemment. Et le but, c'est de ne pas mourir et d'essayer de trouver une sortie à ce cube. C'est ça. Et en fait, ce qui est méga intéressant, c'est que c'est un huis clos. Et qu'en gros, on a des personnages qui vont essayer de comprendre la façon dont le cube fonctionne. Et il y a toute une mécanique qui se met en place, qui est logique, et que nous, spectateurs, on arrive à comprendre. Et on est avec eux, et on cherche avec les personnages pour se dire « Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire pour sortir ». L'esthétique de ce film, il a une gueule. Il est tellement simple que c'est ça qui fait la force du film, c'est-à-dire que pendant tout le long du film, on va voir une grande pièce en forme de cube. C'est tout. À chaque fois avec des couleurs différentes, et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet d'identifier un peu les pièces desquelles ils vont passer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le tournage, eh bien, du coup, ils ont eu à recréer un cube, en fait. Un cube avec, à chaque fois, il y a une sortie de chaque côté. Je ne sais pas exprimer ma sensation, mais ce film, pour moi, il est un peu le précurseur de tous les films qu'il y a de nos jours. Escape Game, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment calé là-dessus, quoi. Film que j'avais aussi adoré, qui était sorti en 2019. Et ouais, Cube pour moi, c'est un film avec pas un énorme budget, mais qui a un impact monstrueux sur les films de nos jours. Et puis, ouais, c'était cool, quoi. Retour vers le futur. Bon, on passe à la 3e position. Évidemment, j'étais obligé de le mettre. Je ne fais pas des films sur le temps, je ne parle pas de voyage dans le temps tout le temps, parce que je n'aime pas Retour vers le futur. J'adore ce film, et je vais mettre quelque chose au clair. Attention, mon top 3, c'est Retour vers le futur. C'est un film, Retour vers le futur, ce n'est pas 3 films. Et là, il y a des gens qui vont dire oui, Retour vers le futur est un seul et même film. C'est juste divisé en 3 chapitres. Et encore. Bon, ça se discute. Mais pour moi, Retour vers le futur, du coup, réalisé par Papa Zemeckis,
par Bob Gale, produit par Steven Spielberg, avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, enfin... Oui, vous les connaissez, vous les avez sans doute déjà vus, ces films. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui, avec un vieux scientifique, va voyager dans le temps à travers une DeLorean, quoi. Et il va revenir à un moment trop cool, c'est le moment où ses parents se sont rencontrés. Et cette idée, elle vient d'où? Elle vient justement de Robert Zemeckis qui se demandait comment ses parents se sont rencontrés. Il a vu un album photo de ses parents à l'époque et il s'est dit « Putain, ça serait drôle que moi... j'intervienne là-bas ». Et du coup il s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si lui intervenait là-bas, et ça donnait Retour vers le futur. Alors Retour vers le futur, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures, mais je vais pas le faire. C'est pour moi un film, donc vraiment du 1, 2, 3, donc jusqu'au western, parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent le 3, mais faut savoir que c'est le dernier volet, c'est certes peut-être pas pareil, voilà, mais c'est la fin, c'est vraiment la fin. Et à la base, Retour vers le futur, il y avait le premier qui a énormément marché, ils ont décidé de faire la suite, et en fait, ils voulaient faire un 2, et en gros, le dernier acte du 2, ça devait se passer au western. Mais vu que c'était beaucoup trop long, ils l'ont divisé en 2 films, et c'est pour ça que les films sont sortis quasiment la même année, je crois, donc le 2 et 3 sont sortis à même pas 1 an d'intervalle, et le western devait être juste la fin du 2 en fait, et au final ils l'ont tiré pour faire un film un peu plus long. Les effets spéciaux, voilà, c'est ce que c'est, enfin, je veux dire, ça a vieilli avec le temps. Mais je trouve pas ça moche, je veux dire, ça a son charme, ça a son style. Et moi ce qui me surprend, c'est que des films qui marquent comme ça, d'habitude on fait des suites, on fait des préquels, on fait des spin-offs, on fait tout, mais là... Et c'est ça qui est ouf, c'est que Hollywood n'arrive pas parce que Robert Zemeckis et Bob Gale ont dit que tant qu'ils seraient vivants, il n'y aurait pas de suite à ces films. Et bordel, oui. Alors, oui et non, parce que le fan en moi adorerait voir une suite, adorerait raconter de nouveau des histoires dessus, mais on le sait tous que ça serait nul, ça serait décevant, on le sait, parce qu'elle est parfaite comme ça, il ne faut rien rajouter de plus. We'll find a way. We always have. Oh là là, attendez. Je pleure encore un petit coup parce que oui, on va parler d'Interstellar. Oui. Vous le savez, il y a tous mes plus grands films, tous les films que j'arrête pas de répéter sur cette chaîne. Interstellar en fait partie. Interstellar est magnifique. Christopher Nolan qui revient dans ce top 10. Oui, je suis amoureux de cet homme. Oui, j'adore ces films. Oui. Enfin, je veux dire, bordel, Interstellar, c'est le film que j'ai vu au cinéma. Et je suis ressorti en pleurant, j'ai voulu vraiment, voilà, je me suis dit, bah là, c'est le cinéma que je veux faire, c'est ça, quoi. Et que dire dessus? Parce que voilà, je vais pas vous le rabâcher, c'est simplement l'histoire d'un père de famille qui veut sauver, en gros, sa famille d'abord, en partant en voyage interstellaire pour essayer de retrouver une planète habitable, parce que la Terre est foutue. Et ce qui est génial dans ce film, c'est le rapport au temps. Christopher Nolan est un fada du temps, il adore le temps. Et du coup, là, on se prend des rapports au temps qui sont scientifiques, et qui marche. La relativité d'Einstein est présente dans le film, et il y a une scène iconique, et je vais pleurer, je vais pleurer, c'est horrible. C'est quand Cooper, donc alias Matthew McConaughey, revient d'un de ses périples avec Anna Tawai, donc Dr. Brand. Il va s'asseoir et il va regarder des communications qui ont été enregistrées, qui ont été envoyées jusqu'à lui, sauf que après une petite merde sur une planète remplie d'eau, et ben ils sont restés non pas que 1 ou 2 heures, mais ils sont restés une vingtaine d'années là-bas. Et du coup, il voit sa fille grandir, lui envoyer des messages, son fils aussi, et là il se met à chialer, et c'est horrible, quoi. Genre c'est insoutenable, je pleure comme une madeleine. C'est simple, c'est le film que je mate quand quelqu'un me dit qu'il l'a pas vu, je fais ok, t'as 2h45 devant toi et on le regarde. Voilà, c'est obligé, quoi. L'étape clé, c'est Interstellar. Et si je peux très rapidement parler de la réalisation, tout comme Inception, Interstellar, c'est encore une fois des effets visuels réels, alors qu'on est dans l'espace, quoi. C'est ça qui excusez-moi de l'expression, c'est ça qui me trouve le cul, vraiment. On est dans l'espace et pourtant, il y a très très peu d'effets spéciaux numériques, parce que Nolan n'aime pas ça. Je vais reprendre un exemple comme avant. Prenons l'exemple de la bibliothèque à la fin dans la 5e dimension. Et cette bibliothèque, moi je croyais que c'était full CGI, du fond vert. Et en fait non, ils ont vraiment reconstruit une bibliothèque grandeur nature et l'acteur se baladait dedans, quoi.
Pareil pour les vaisseaux. Les vaisseaux, moi je me suis dit, bon, bah, c'est de la 3D classique et tout. Non, non, non. Non, non, non. Nolan a encore voulu mettre la barre haut. Ils ont recréé le vaisseau à 3 tailles différentes. Quand il explose, le vaisseau, eh ben, il explose vraiment. Et c'est ça qui donne cette patte réaliste, c'est que bah, c'est des vraies choses que tu vois dans le film. Et c'est pas full CGI. Et puis, bon, bah, dernier argument. Papa Hans Zimmer à la musique encore une fois. Bah voilà, genre... J'ai envie de pleurer. Oh putain, ouf. C'est chaud. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux alors que bordel, je rajoute la musique en post-prod, je l'ai même pas entendu. Enfin bref, Interstellar, c'est mon film, je pourrais dire préféré de tous les temps, mais il a fallu faire un choix, je l'ai mis en deuxième. Waouh, j'adore ce film. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Alors oui, encore une fois, le débat peut être en place parce que pour moi c'est pareil, c'est comme Retour vers le futur. Le Seigneur des Anneaux, c'est un seul livre, c'est un seul grand film pour moi, un seul grand film de 12 heures. Parce que oui, les versions longues, c'est pour moi le vrai Seigneur des Anneaux. Mais bon, si maintenant je devais garder qu'un seul des trois, ça serait le dernier, parce que c'est la fin du périple, et c'est celui-là qui me comble de bonheur, c'est le plus intense, c'est le plus joli aussi esthétiquement, c'est le dernier qui est sorti, donc ils ont eu le temps de se rôder sur les effets visuels, et c'est celui-là qui me fait le plus chialer aussi. On a remarqué qu'à la fin de ce top, je pleure beaucoup, donc je pense que je ressens vraiment des émotions au niveau de ces films, et c'est que ça marche quoi. Réalisé par Peter Jackson, il s'est fait énormément plaisir, on le sent, ça a été 2 ans et demi de tournage, pour les versions normales, et après il y a encore eu, je crois, 6 mois, voire 1 an de tournage pour la version longue à chaque fois. Bref, la production du Seigneur des Anneaux a été à la fois chaotique et à la fois merveilleuse, mais vous savez quoi, je vous ferai une vidéo exprès pour la production du Seigneur des Anneaux, ça sera les secrets de tournage, mais ça j'en dis pas plus pour le moment, parce que je prépare un truc énorme dessus. J'ai jamais été autant dans un univers que dans le Seigneur des Anneaux. Quand on regarde le Seigneur des Anneaux, je suis dans l'univers, j'ai l'impression de le vivre et de faire partie de la communauté de l'anneau, de devoir escorter Frodon jusqu'à la montagne du destin. Le Seigneur des Anneaux, c'est un film que j'ai découvert étant petit avec mon voisin, et bordel, combien de fois j'ai joué à l'extérieur et je faisais semblant d'être Legolas, parce que oui, on a toujours tous kiffé Legolas, voilà. Le Seigneur des Anneaux 3, c'est le film parfait. La musique est iconique. Elle envoie du pâté, quand t'entends ça, t'as envie de prendre une épée et d'aller dégommer des orques, vraiment. Donc ouais, pour moi, ce film, et dans l'ensemble, les 3 films, c'est un voyage. Tu voyages pendant 12 heures et tu arrives jusqu'au bout et tu ne veux pas les lâcher, à la manière du film qui, à la fin, ne veut pas lâcher le récit. Je sais que Peter Jackson a fait durer tous ses plans à la fin. On a vraiment une fin de film qui dure, je pense, 10-15 minutes, où ça tire en longueur, mais je vous jure que d'habitude, j'aurais tendance à dire « Ah, c'est chiant et tout ». Non, je veux pas. N'arrêtez pas, je ne veux pas voir le générique de fin, vraiment pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour mon top 10, j'espère que ça vous a plu. Ah là là, j'aurais tellement plus de choses à dire, tellement plus de trucs à raconter sur tous ces films, et j'aurais voulu citer encore plus de films, mais c'est pas possible. Et pour moi, c'est ça le cinéma, c'est ça, c'est en prendre plein les yeux, voyager, et ressortir de la salle en ayant vécu des émotions intenses et me dire « Waouh, j'ai adoré cette expérience, quoi ». Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.